Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux confrères éminents, Christian Bacarian, qui était à l'Express il y a peu, qui est maintenant éditorialiste pour la politique étrangère à LCI, et Jean-Louis Burgat, qui a créé la fameuse émission 7 sur 7, qui a été directeur de l'information à Canal+, et que l'on voit et que l'on entend en ce moment sur CNews, sur RTL, etc. Alors, c'est évident que nous allons commencer, Christian, par parler de la situation aux États-Unis, et je voudrais l'aborder sous un angle un peu de prospective. Est-ce que cette affaire de meurtre par un policier d'une personne noire, est-ce que ce George Floyd, est-ce que c'est encore une énième répétition de choses qui se produisent régulièrement aux États-Unis, ou est-ce que la prise de conscience va dépasser l'émotion du moment, tout le monde s'emballe, il y a des manifestations, ça dégénère, puis finalement ça retombe dans la même ornière et on en reparlera l'année prochaine ou dans 2 ans? Alors, la réponse à la question, qui est évidemment excellente, est très complexe, mais d'emblée, il faut dire, pour aller très vite, que non, ça n'est pas une affaire banale. Je pense que c'est une affaire très sérieuse et très grave. Il faut dire maintenant pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'elle s'inscrit non pas à un temps T, si j'ose dire lambda, mais dans une séquence qui est très défavorable au président actuel, donc Donald Trump. Donald Trump avait, au moment du déclenchement de l'épidémie, un bilan sur lequel il avait fondé toute sa campagne, à savoir une certaine réussite économique, je crois que c'est assez difficile à contester, et un socle électoral idéologique, blanc, conservateur, très solide. Il a conservé ce stock, malgré les erreurs qu'il a commises pendant la gestion de l'épidémie, mais il a perdu la totalité de son programme économique puisque la crise sanitaire a entraîné une crise économique. Et ce qu'il voulait éviter, c'était la troisième phase, le troisième étage de la fusée, après la crise sanitaire et la crise économique, une crise politique. Or, nous sommes d'ores et déjà dans une crise politique. Ce qui n'est pas banal puisque l'élection présidentielle a lieu le 3 novembre et que dans la dernière ligne droite, si je puis m'exprimer ainsi, Donald Trump se trouve entravé par cette affaire George Floyd. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas su proclamer l'empathie dont la société américaine avait besoin après une période quand même de confinement, de déconfinement extrêmement complexe et anarchique, avec des points noirs tout à fait dramatiques. Songez qu'à New York, le taux de Covid est un des plus élevés du monde. Si on le détache de la statistique nationale et si on pratique des statistiques locales, New York est extrêmement affecté. Et à New York, précisément, la population noire est beaucoup plus touchée que les autres. Ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de Blancs se sentent peu concernés par l'épidémie et sont favorables au déconfinement très vite, ou étaient déjà d'emblée défavorables au confinement et défavorables au port du masque. Donc il y avait dans le Covid une dimension interraciale qui faisait que les Noirs souffraient beaucoup plus que les Blancs. Et c'est tout cela que le meurtre de George Floyd fait émerger. Au-delà d'un fait divers, effectivement, malheureusement récurrent, il y a une ampleur qui a été prise par cette crise qui est tout à fait considérable. Et la réplique, pour finir, du président, c'est la peur. Il emploie la peur et il a réussi à se faire élire en 2016 grâce à une politique de fracturation de l'opinion. Il antagonise la société américaine, il la conflictualise et il devient de ce fait le maître du jeu. Eh bien, il continue à antagoniser et à conflictualiser, mais cette fois-ci, il ne tient plus le jeu puisque les événements vont plus loin que lui. Ou plus vite que lui. Et on a maintenant un président qui s'est enfermé dans un bunker, on a coupé l'électricité à la Maison-Blanche, symbole des symboles, alors que ça doit être la lumière du pays, pour éviter que la Maison-Blanche soit ciblée, n'est-ce pas ? C'est quand même assez significatif. Et le président sort, traverse Lafayette Square, scène hallucinante, et on fait évacuer les manifestants pacifistes, et puis le président brandit la Bible. Si j'ose dire, la boucle est bouclée, c'est la démonstration que Donald Trump fait une interprétation clientéliste, électoraliste de cette crise. Il utilise la peur pour resserrer son socle, son noyau dur, et aussi pour essayer de convaincre toute la marge qui lui manque, au-delà de son noyau dur
pour gagner l'élection. Toute la marge qui lui manque, il veut la rassurer en lui disant « j'incarnerai l'ordre, j'aurai recours à la force armée, c'est-à-dire à l'armée régulière ». Ce qui est très grave quand même, si les besoins s'en faisaient sentir, et je n'hésiterai devant rien. Donc cette dramatisation va à l'inverse d'un président pacificateur, rassembleur, rassurant et apaisant. C'est une sorte d'anti-apaisement. À ce titre, j'ai fini de répondre à votre question, cher Bernard, assez longuement, mais pardon, je crois qu'il le fallait. À ce titre, cette crise est très grave et ne ressemble pas aux autres. Car lorsque Donald Trump dit « j'incarne la loi et l'ordre », c'était les deux mots employés par Richard Nixon en 1968, après l'assassinat de Martin Luther King. La loi et l'ordre, c'est un référentiel dramatique dans l'inconscient ou dans le conscient, dans l'histoire politique des États-Unis. Donald Trump emploie des grands moyens qui donnent par eux-mêmes une ampleur supplémentaire à cette crise. Jean-Louis, quel est votre avis sur cette question ? Tout de même, ce qu'on est obligé de constater, c'est que Donald Trump est dans une sorte de piège aujourd'hui. En début de mandat, un président américain, il peut jouer les rassembleurs. D'ailleurs, quand il est élu, il essaye de dire qu'il est le président de tous les Américains. En fin de mandat, quand il est dans la campagne électorale, il est obligé d'attaquer, de définir son électorat et de parler à ceux qui sont capables qui veulent l'élire. Donc aujourd'hui, Trump, effectivement, il ne joue pas les rassembleurs. Au contraire, il divise encore un peu plus l'opinion américaine parce qu'il n'accepte pas de dire « aimons-nous les uns les autres ». Il ne peut pas le dire et il ne veut pas le dire. Donc ça ne peut que compliquer la situation et effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, il est arrivé en début de mandat avec tous les anges qui chantaient sur sa tête et puis tout d'un coup, on a l'impression que la chute peut être rapide. Et difficile de prévoir, effectivement, encore à quelques mois des élections, mais enfin, la situation, à mon sens, est tout de même inquiétante pour la réélection de Trump aujourd'hui. Où est-ce qu'il peut encore gagner des voix ? Parce que là, c'est vrai, il s'était fait accompagner par le chef d'état-major oui. En uniforme, quand il est allé à l'église avec la Bible, après avoir fait bastonner tous les militants pacifistes qui étaient là. Il peut trouver des voix encore où ? Parce que peut-être, qu'en se montrant ferme, énergique, rétablissement de l'ordre, ça va peut-être lui faire gagner des voix plutôt, non ? Alors, son calcul, c'est que l'idée de désigner un ennemi, il l'a fait à l'étranger, mais on va l'expliquer en quelques mots, et maintenant de désigner un ennemi intérieur, à savoir le désordre, l'anarchie, ce sont des termes qu'il a employés, c'est une manière pour lui de se montrer en chef de guerre, en chef conquérant. En 2016, pendant sa campagne de la présidentielle, il avait targeté, comme on dit en mauvais français, donc il avait ciblé, stigmatisé un pays étranger, le Mexique, d'où provenaient tous les flux migratoires qui désordonnaient toute l'économie et qui trichaient avec toutes les règles, pour faire court. Cette fois-ci, il avait commencé au milieu de la crise du Covid, pas au début, mais dès le milieu de la crise du Covid-19, il avait commencé à stigmatiser la Chine et à lancer une espèce de nouvelle fausse guerre froide contre la Chine. La Chine s'y est d'ailleurs prêtée, puisqu'elle-même, elle avait commencé en accusant les États-Unis d'avoir, en gros, inventé ce virus sur le sol chinois. Donc Trump a répliqué, il en était là quand est arrivé le meurtre de George Floyd. Et là, visiblement, il a improvisé et il s'est dit, si j'ajoutais à l'ennemi extérieur, la Chine, qui rassemble les Américains dans un sentiment national patriotique contre l'adversité, si j'ajoutais à cet adversaire, à cet ennemi extérieur, un ennemi intérieur qui serait le désordre sans l'attribuer à la population afro-américaine nommément, parce qu'il est trop malin pour faire ça, mais quelque part de façon inconsciente, eh bien, je ratisserais plus large que ma base, sur la base de la peur. C'est-à-dire que le meilleur moyen pour Trump d'aller au-delà de son socle de 37, 38 ou 40% selon les sondages, s'il veut trouver les 10% restants, il faut qu'il convainque que le pays est au bord du gouffre au niveau de l'ordre public et que seul lui
peut rétablir l'ordre. C'est pourquoi il pose avec des militaires pour incarner ce retour à l'ordre. C'est plus Make America Great Again, c'est make America Safe Again. Ouais. Maintenant, ce qu'il faut tout de même rajouter, c'est que d'une part, Trump est un personnage, je le découvre en lisant avec un peu de retard le livre de Bob Woodward qui raconte l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, c'est que Trump est très habile pour retourner les gens, pour rassembler certains partisans qui sont un peu hésitants. Donc il a encore une capacité de négociation qui est étonnante. Le personnage est un personnage formidable à ce niveau-là. Oui. Bon. Et puis, il a tout de même en face de lui, pour l'instant, des personnages qui ne sont pas très reluisants, qui ne sont pas capables de monter au créneau. On a vu que pendant toute la crise du Covid, d'ailleurs, son adversaire était resté caché chez lui, alors que lui continuait à explorer le pays. Donc, restons modestes dans les prévisions. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Restons très très prudents parce qu'il est redoutablement habile. Et Joe Biden jusqu'ici a fait pâle figure. Exactement. Il faut bien le dire. Mais là, Joe Biden dit quelque chose qui me paraît assez nouveau. Il dit cette question raciale ou cette question qui a trait à la ségrégation, à la façon dont nous traitons mal les Afro-Américains, c'est quelque chose qui est endémique chez nous. Et nous ne nous en débarrasserons pas comme ça. Il faut que nous soyons soudés pour y arriver. Et là, je trouve que Biden, qui n'avait pas jusqu'ici trouvé les bons mots et le bon discours pour répondre à la situation, la dramatisation lui donne, si j'ose dire, une tribune qu'il n'a pas su honnêtement occuper auparavant. C'est vrai que Trump, en antagonisant sans arrêt la société américaine, reste tout le temps, c'est ce que vous disiez Jean-Louis, et je suis tout à fait d'accord avec vous, maître du jeu. C'est lui qui fait les horloges, qui règle les horloges, qui règle les moments, toujours, oui. Le temps électoral, les petites phrases, les tweets, c'est lui qui scande tout. Pour l'instant, les autres ne font que répliquer. Et les autres ne font que répliquer. Ils sont dans une posture de réaction et jamais d'action. Mais cette fois-ci, peut-être, je reste prudent, mais il me semble que Biden a trouvé, puisque c'était le bras droit, le vice-président de Barack Obama, le premier président d'origine afro-américaine de l'histoire des États-Unis, Biden a une sorte de légitimité qu'avant le meurtre de George Floyd, il n'avait pas. Et là, il y a peut-être une erreur de stratégie de la part de Donald Trump. C'est-à-dire, quelque part, ça place Joe Biden sur un podium qu'il ne méritait pas forcément, parce que jusque-là, il n'était pas brillant, mais peut-être que les événements, s'ils continuent à déraper, pourront lui donner raison. Parce que ce qui est frappant en 8 jours de manifestation, c'est qu'on est sorti complètement de la population seulement afro-américaine. Ouais. Maintenant, les manifestants sont blancs, ils sont latinos, il y a quelque chose. Et puis, c'était urbain, maintenant c'est très périurbain, c'est très vaste, et puis ça touche même l'étranger. Il y a des manifestations comme à Paris. Donc, il y a quelque chose qui affecte le soft power américain, c'est-à-dire l'image magnifique que l'Amérique a diffusée depuis 1945 d'un pays capable de se redresser, de combattre ses propres maux et de porter encore des valeurs très haut. Eh bien, si ça n'est plus le cas, ça sera inconsciemment attribué à Donald Trump. Ouais. Il faut quand même reconnaître aussi une chose, c'est que le sort des Afro-Américains aux États-Unis, statistiquement, s'est nettement amélioré au cours des 20 et surtout des 10 dernières années, en termes de revenus, d'éducation, d'accès à l'école. Enfin, ça n'est plus la même chose que... qu'à l'époque de Martin Luther King, voilà, ça n'a plus rien à voir. Ça, c'est vrai. Ça n'a plus rien à voir. Et même sous Trump, la situation... des salariés économiques, des salariés afro-américains, ceux qui étaient diplômés des universités, etc. Il y a une véritable bourgeoisie afro-américaine qui s'est développée, qui est puissante, qui est très mature, très à l'aise dans le monde globalisé dans lequel nous vivons. Donc, il y a eu des efforts quand même très importants de la société américaine. Deuxièmement, il est faux de soutenir qu'à titre individuel, personnel,
Trump serait raciste. Ça, je ne le crois pas du tout. Je pense qu'il fait très attention à ça. Et alors qu'on aurait pu discuter, par rapport au référentiel des années 60, il y aurait eu beaucoup à dire. Par exemple, George Wallace était ouvertement raciste. Bien sûr, oui. Hein, tout Bien le monde sûr. le sait. Mais Donc, si on vous a évolué, on n'a plus de... Juste une anecdote pour situer un peu cette culture ségrégationniste dont il faut sortir absolument, la façon dont elle est installée dans la société américaine. Il y a une trentaine d'années, j'ai découvert en Alabama une ville, je ne citerai pas le nom, mais enfin une ville qui porte le même nom que la ville française où je suis né. Et je me suis dit, par curiosité, allons la visiter. Montpellier. Non, mais il y en a beaucoup, vous savez, il y a des Venise, il y a tout un tas de trucs, mais enfin bref, ma ville française, je l'ai trouvée aux États-Unis, en Alabama, je me suis dit, je vais faire un tour là-bas. Je suis allé voir, j'ai été reçu formidablement bien par le maire, et je me souviens de cette parole qui est restée dans ma tête, c'est qu'à l'époque, il y avait des émeutes qui s'étaient passées comme sporadiquement à New York et ailleurs, et le maire m'a dit exactement ça, je m'en souviens. Il m'a dit, vous voyez, ici, vous voyez, on est dans le centre-ville, mais vous voyez, on n'a que de bons noirs, on n'en voit pas. C'est terrible. C'est terrible. C'était il y a une trentaine d'années, et il m'a dit ça devant tout le monde. Il me recevait en tant qu'invité de cette ville française qui portait le même nom que sa ville. Donc vous imaginez ce que ça signifie, ce que ça peut signifier encore aujourd'hui. Oui, mais ce qui est le plus tragique, c'est qu'il y a eu un noir, et on l'a vu, il était président des États-Unis. Oui, après, effectivement. Et donc, ce qui se passe là aujourd'hui intervient après ce double mandat de Barack Obama. Et quelque part, c'est ce que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire le modèle, le soft power américain est affecté. C'est-à-dire que l'Amérique, en tant que puissance véhiculant des valeurs universelles, est, à mon avis, totalement affecté dans ses dimensions les plus profondes. Et à ce titre-là, je crois que ce qui se passe est imprévisible d'une part, et d'autre part extrêmement profond et très très grave. Très grave. Ça n'a rien à voir avec des émeutes raciales comme on en a connu précédemment. Et ça fait douter les Américains d'eux-mêmes. J'ai encore un souvenir d'il y a 2 ans. J'étais aux États-Unis au moment où il y a eu des émeutes un peu plus importantes dans certains quartiers autour de Paris. Et je me souviens de cette parole de Trump disant « En France, il y a des zones, des no-go zones. No-go zones. » Ça avait été repris par la presse française, tout le monde. Et les Américains, à cette époque, ceux que j'ai rencontrés à New York où j'étais, m'ont dit « Donc la situation, elle est tout de même compliquée chez vous. » Et quand je vois ce qu'il y a dans les journaux ce matin, quand je vois les rues de New York avec toutes ces devantures pleines de contreplaqués pour boucher les vitrines, etc., je me dis que Donald Trump, c'est no-go zone, il faudrait qu'il les regarde un peu chez lui, quoi. Encore une fois, je pense que le fait que ça intervienne après la crise du Covid-19, qui a fait beaucoup plus de victimes parmi les Afro-Américains que parmi les Blancs, c'est un élément aggravant. C'est-à-dire qu'il y a une exaspération, un sentiment de souffrance. Il y a un sentiment de souffrance parmi les Afro-Américains des États-Unis qui a été très amplifié par la crise épidémique. On le vit de la même façon dans nos banlieues françaises, hein, je crois. Je voudrais, si vous en êtes d'accord, passer à un autre sujet d'actualité dont on parle moins mais qui n'est pas moins important, c'est la situation au Proche-Orient, en particulier la Libye et la Syrie, enfin avec le rôle dans tout ça de l'Iran, de la Russie et tout ça. Christian, quelle est votre opinion là, sur ce qui se passe ? Alors, ce qui est frappant, c'est de voir comment, avec une situation de départ complètement différente, voire opposée, on a une crise libyenne qui finit par se calquer sur la crise syrienne. Je veux dire par là qu'au départ, personne n'a envie, après l'intervention franco-britannico-américaine sous couvert de l'OTAN, on a eu une situation en Libye, on le sait, avec ces afflux de migrants qui ont cherché à traverser la Méditerranée parce que la vie était tout simplement invivable en Libye. On a eu une espèce de partition de la Libye, très ancienne, très historique, entre la Cyrénaïque et tripolitaine, en gros entre Tripoli et Benghazi. Et puis on a des personnages qui se sont installés, le chef du gouvernement reconnu par l'ONU à Tripoli, et puis le fameux maréchal Haftar, ancien
général de Kadhafi qui a pris place à Benghazi. Jusque-là, la situation est tellement inextricable que, en gros, on n'arrive pas à régler ça. Et malgré les efforts même d'Emmanuel Macron à Saint-Cloud pour essayer de reconstituer les deux parties libyennes, on a signé des papiers, mais sur le terrain, la réconciliation ne s'est pas faite. Eh bien, ce qui est frappant, c'est ce deuxième temps auquel on assiste maintenant depuis un peu plus d'une année, c'est que des puissances extérieures, comme en Syrie, sont entrées dans le jeu pour faire d'un simple abcès une plaie ouverte. On a vu la Turquie investir du côté du gouvernement de Tripoli et fournir des appuis militaires, économiques, financiers, techniques, technologiques. On voit maintenant la Russie intervenir de l'autre côté, du côté du maréchal Haftar, aux côtés d'autres pays arabes. On a vu dès le départ l'Égypte prendre fait et cause pour Haftar contre Tripoli, parce qu'Haftar combat beaucoup mieux les terroristes djihadistes, c'est la réputation en tout cas qu'il avait, qu'on lui a faite, et qu'il a en partie exagéré, parce que de toute évidence, il ne tient pas très bien la situation. Donc on a les Émirats arabes unis aussi qui soutiennent l'Égypte. En gros, on a les pays arabes en dehors du Qatar, qui est pro-iranien, qui soutiennent le maréchal Haftar, et puis la Turquie, la Syrie, et nous les Occidentaux, qui en gros sommes sortis encore une fois du jeu. C'est incroyable de constater qu'après l'expérience syrienne, qui nous a vus aussi, nous Occidentaux, Américains, Français, Britanniques, sortis du jeu par la Russie et l'Iran, là on a une autre partie qui se joue, et nous revoici sortis du jeu. Et les ambiguïtés françaises au soutien du maréchal Haftar ne font que cacher une grande divergence des pays européens entre eux à l'intérieur des clans libyens. Donc il y a une situation inextricable qui au départ est complexe et que les intervenants extérieurs n'ont cessé de contribuer à aggraver et à complexifier. Aujourd'hui, c'est inextricable. Résultat, nous avons deux Syries, une Syrie et une Libye, qui sont deux plaies complètement ouvertes où on ne voit pas de solution. Et c'est sur ces plaies que Vladimir Poutine trouve le plus habile de jouer. Il intervient parce que ce sont des lieux où les Occidentaux sont en déconfiture et en échec. Et quelque part, pour lui, il n'y a plus qu'à ramasser ce qui est par terre. Et il récupère ces crises de façon très étonnante. Mais le plus spectaculaire, c'est qu'il se retrouve en Libye aux prises avec la Turquie, alors même qu'en Syrie, il a des problèmes avec la Turquie, laquelle Turquie est supposée être un allié stratégique de la Russie. Ça devient très difficile à expliquer au grand public, et c'est pourtant là qu'on en est. Ces fameux missiles que les Russes ont envoyés, enfin ont vendus aux Turcs, on n'entend plus parler. C'était une pomme de discorde entre les États-Unis et la Turquie. Les S-400, oui, puisque la Turquie fait partie de l'OTAN, voilà. Et qu'au terme de ce traité de l'Atlantique, de l'Alliance Atlantique, elle n'a pas le droit de procéder à ce type d'achat à l'égard de la Russie, ex-URSS. Elle n'a pas le droit. Elle s'est arrogée la possibilité de le faire au mépris de tous les règlements de l'OTAN. Et on n'a pas pu ni l'arrêter, ni la sanctionner, parce qu'on a besoin de garder un membre de l'OTAN qui est un pied au Moyen-Orient et qui aurait plus de dommages à se séparer de la Turquie que de la sanctionner. Tout ça me paraît hautement spéculatif, puisque l'Alliance Atlantique elle-même, grâce aux bons soins de M. Trump, est un ensemble désormais indéfinissable, dont l'avenir est très difficile à prévoir. Et il y a une crise évidemment très profonde de l'Alliance Atlantique, indépendamment de la question de la Turquie. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que la Turquie, à Chypre, dans les zones d'exploitation pétrolière au large de Chypre, où elle s'affronte à la République de Chypre et à la Grèce, parce que cette zone pétrolière va absolument. La façon dont la Turquie s'est affrontée avec Israël, donc elle a provoqué Israël à plusieurs reprises, et la façon dont la Turquie veut en gros prendre le leadership du monde arabe sunnite, est quelque chose qui est le fait d'une seule personne, du président turc, Recep Tayyip Erdogan. Et le plus frappant, c'est qu'en gros, on le laisse faire depuis maintenant une vingtaine d'années.
Les missiles sont restés dans leur en boîte. partie, les missiles ont été livrés, les autres parties sont encore à venir, mais le deal n'est pas compromis. Ah oui. Le deal n'est pas compromis pour l'instant. Et même d'autres types de matériel très sensibles sont en livraison. La Russie a vendu à la Turquie une centrale nucléaire civile, certes, mais enfin quand même une centrale nucléaire. Elle a vendu d'autres types de technologies. Ça, c'est des échanges de gaz contre... Voilà. Il y a des enjeux de gaziers et pétroliers très importants, parce que la Turquie est un très gros consommateur, puisque c'est un pays qui, jusqu'ici en tout cas, avait une croissance forte, très forte. Et cette croissance forte, Erdogan en a besoin pour étayer sa popularité et son pouvoir intérieur. S'il n'a plus de croissance économique, il aura des soucis électoraux. Il le sait. Donc il est prêt à tout pour maintenir un taux de croissance assez soutenu en Turquie. Tout ça étant avant la crise économique en cours, hein, bien sûr. Donc là, on ne sait plus très bien vers quoi on va, ni en Turquie, ni ailleurs d'ailleurs. Mais enfin, jusqu'ici, son calcul était de dire, avec la Russie, j'aurai un approvisionnement garanti et régulier. Et pour Poutine, c'est un moyen aussi de récupérer la Turquie, avec laquelle il n'a pas de relation affective. Il n'est sûrement pas dans l'affect. Mais il a une alliance d'intérêts objectifs. Puis on a vu, en Syrie, la Turquie et la Russie s'affronter. Il y a quand même eu des troupes, des missiles russes qui ont frappé des troupes turques, et il y a eu plusieurs dizaines de victimes parmi les militaires turcs, donc autour de la zone d'Idlib. Donc il y a quand même une situation paradoxale extrêmement chaotique. C'est-à-dire que le fait que les Occidentaux se soient retirés de Syrie et de Libye a laissé la place à une situation littéralement imprévisible. On peut dire que la Russie a planté son drapeau. Elle a peut-être remporté la partie militaire en Syrie, sûrement d'ailleurs, aux côtés d'Assad, mais elle n'a pas gagné la paix. Et pour Poutine, entrer dans un jeu, c'est une chose, il l'a fait en Syrie, il le fait en Libye. Sortir du jeu, ça n'est une autre. Oui, il n'a pas les moyens. Il n'est pas du tout sorti du jeu et il n'est pas prêt de le faire. Jean-Louis, quel regard portez-vous sur la complexité de cette situation ? Je n'ai pas grand-chose à rajouter à cette excellente analyse. Un mot à propos de la Libye. Je me suis toujours dit que les responsables de la destruction du régime libyen, du colonel Kadhafi, j'espère qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, parce que mois après mois, année après année, on découvre les immenses conséquences de cette rupture des frontières libyennes qui font partie de la déstabilisation de toute cette zone. Donc je sais la France fait partie des responsables de cette situation. J'espère qu'elle continuera à jeter un œil sur ce qui s'y passe et à ne pas s'en désengager complètement. Je voudrais qu'on dise un mot encore de l'Iran, peut-être, savoir si le Covid et ce qui s'est passé l'a affaibli le régime ou pas ? Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que la crise dont on apprend, puisque les statistiques iraniennes sont à l'évidence fausses, complètement fausses, la crise du Covid dont on apprend qu'elle vient de connaître un pic spectaculaire, on a quand même des bribes d'informations qui nous parviennent, cette explosion sanitaire provoque un durcissement du régime incroyable. Avec ce basculement, c'est que le président Rouhani, qui en gros était ceux qui étaient pour signer l'accord de 2015 sous l'égide de Barack Obama, le fameux accord sur le nucléaire iranien que M. Trump a rayé d'un trait de plume, eh bien, le clan dit des modérés qui ne sont pas modérés, mais enfin, on les appelle ainsi par commodité de langage, et surtout par opposition à leurs adversaires qui, eux, sont carrément beaucoup plus radicaux. Eh bien, le clan dit des modérés avec Rouhani, éventuellement le ministre des Affaires étrangères, Zarifi, éventuellement des milieux d'affaires, tout ce clan est en train de se voir pousser dehors par la montée des plus radicaux. La crise épidémique a redonné du pouvoir aux gardiens de la Révolution et aux durs du régime. Un nouveau président du Parlement a été élu, qui est un dur parmi les durs. Et quant aux gardiens de la Révolution, ils font à peu près ce qu'ils veulent. Ce sont eux qui ont
enlever un chercheur et une chercheuse française, le chercheur est libéré, la chercheuse Fariba Adelkha reste en captivité, et la justice iranienne n'a plus prise sur tout cela. Il y a une sorte de bretelle parallèle qui s'est instaurée. Or, le corps des gardiens de la Révolution fait allégeance personnelle au chef, au guide suprême, qui s'appelle Ali Khamenei, qui se trouve être une sorte d'autorité morale supérieure au président élu. Donc Rouhani et en gros tous ceux qui seraient pour un dialogue avec les Occidentaux se trouvent entièrement ensevelis pour l'instant par les effets de la crise du Covid-19 qui donnent le pouvoir absolu au dur du régime. Et ce n'est pas ainsi qu'on va faire baisser la tension dans le Moyen-Orient. Jean-Luc Burgat. Ce qui m'étonne, c'est que l'épidémie, la pandémie du Covid, aujourd'hui, on analysait ça comme effectivement une crise déjà médicale, et puis ensuite on a parlé de crise économique. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit tout d'un coup que dans le monde entier, cette pandémie est en train de déclencher des crises politiques. C'est-à-dire que bon nombre de gouvernants sont déstabilisés par la façon dont ils ont géré cette crise. Partout, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, bien entendu en France, en Chine aussi. En Chine, pour la première fois, on a vu des manifestations assez étonnantes en Chine, en tout cas peu habituelles. Donc, Hong Kong, dans la contestation de Hong Kong aussi, qui est reparti. Mais même dans la Chine profonde, on a vu des choses qui n'existaient pas jusqu'à ces dernières années. Et donc la crise du Covid est en train de remettre en cause un certain ordre mondial, et ça risque d'être plus brutal que ce qu'on craint sur le plan économique, à mon sens. Eh bien, merci beaucoup. L'heure est arrivée de mettre fin à cette discussion très intéressante qui nous donne matière à réflexion. Jean-Luc Burgat, je vous remercie. Christian Bacarian, je vous remercie. À bientôt sur Télé Sud.